Donc nous voici réunis pour cette causerie en compagnie de Max Ocel sur le thème « Le Vigan et son trésor, tout ce que vous ne savez pas encore ». Ce sujet, cher à nos cœurs et captivant, vous en conviendrez, ne nous prendra pas plus d'une heure, je m'en assurerai. Mais si une question vous vient ou vous titille un tout petit peu, comme déjà dit, sentez-vous libre de lever la main et nous nous prêterons au jeu. Tout d'abord, je tiens à vous présenter Max Ocel. Donc Max, bonjour. Bonjour. C'est grâce à lui que nous possédons autant de données historiques sur le Vigan et nous lui devons beaucoup. Sa passion et son énergie inépuisable à éplucher les archives et les vieux grimoires font de lui aujourd'hui un spécialiste du Vigan et de son histoire. Max a 87 ans, il habite sur les hauteurs du Vigan et il est, pour certains vous le connaissez, historien paléographe. Il est l'auteur d'une grande quantité d'ouvrages sur l'histoire du Quercy, originaire de Dégagnac par sa mère et de Gourdon par son père. Il s'est passionné pour la philologie qui consiste, pour ceux qui ne le savent pas, à étudier l'évolution des mots à partir de la langue latine. Le latin enseigné au lycée à cette époque lui a permis de trouver sa voie et de servir sa passion, l'histoire du Quercy, et en particulier celle de Gourdon et de Dégagnac. Max a réalisé la transcription et la traduction des vieilles archives de Gourdon, 2500 pages de 12 registres consulaires. Une partie des archives. Un dixième. Voilà. Cela lui a valu 10 ans de recherche dans les différentes bibliothèques de France, la Bibliothèque nationale, les Archives nationales de Paris, celles de Périgueux, Montauban, Cahors. Voilà. Il a enfin participé à l'élaboration du parcours sonore, dont je suis la cofondatrice, offrant son expertise et son opinion pour la sélection des 12 points d'intérêt et la constitution de leur description. Donc je vous engage à l'occasion à aller visiter le site internet leviganquercy.org sur lequel vous pourrez trouver un itinéraire qui dure à peu près 1 heure. Et avec votre smartphone, vous cliquez sur chacune des QR codes des bulles sonores et vous êtes devant la forge, mettons, vous entendrez une viganaise qui vous raconte l'histoire de la forge avec des musiques de chants polyphoniques d'un groupe viganais. Voilà, et une des viganaises est avec nous aujourd'hui, Pierrette Marielle, ici présente au premier rang. Donc moi je suis, comme je disais, Bérangère Ferrier, donc je représente cette association du Vigan Quercy, je serai ravie de vous en parler tout à l'heure. Et puis nous avons aussi Marie-Paul Canou parmi nous aujourd'hui, et ce matin nous avons signé avec Marie-Paul 3 co-jardiniers qui vont partager le jardin de la Forge pour réaliser des plantations plutôt bio, respectueuses de l'environnement. Donc Marie-Paul a très aimablement mis à disposition le jardin de la Forge à des viganais, des viganaises, pour que ce jardin revive. Donc il s'appelle le potager de Juliette. Et voilà, donc on est ravis aussi de soutenir ce beau projet avec Marie-Paul. Voilà. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et détaillons un peu notre thématique. Le Vigan et son trésor, mystère ou fait réel, des preuves, des traces ou bien juste des souvenirs fugaces. Explorons ensemble ce que l'histoire nous a laissé comme témoignage. Laissons-nous guider alors, bon voyage. Je vous laisse avec une première question pour Max. D'où vient le nom Vigan? Bien, c'est le premier mystère du Vigan. Le Vigan a un double nom. Son nom d'origine, c'est Carbonacum, c'est son nom gallo-romain, ce qui veut dire, en fait, dans la langue de l'époque, le domaine d'un certain Carbo. Carbo, en latin comme en occitan, ça veut dire charbon. Était-ce un légionnaire romain qui avait des cheveux très noirs, ou même était-il de race africaine? Vous savez, l'Empire romain qui a duré 6 siècles s'étendait en Afrique, et il y avait dans l'armée romaine, dans la Légion, toutes sortes de mercenaires de toutes les couleurs, et il n'est pas impossible que ce légionnaire, après 25 ans de service, ait reçu non pas une retraite sous forme de billets ou d'écus,
Mais des terres, c'était l'usage à l'époque quand un soldat avait fait 25 années de service militaire, qui avait parcouru l'Europe et une partie de l'Afrique, en allant même jusqu'en Angleterre. Ben, on lui devait une compensation, au lieu de lui donner de l'argent, lui donner des terres, et c'est là l'origine d'un nombre infini de villages du Lot et de France. Hein. Alors, Carbonacum, c'est l'ancien nom, je reviendrai plus tard là-dessus, et le Vigan, c'est le nom plus récent qui est apparu probablement au XIIe, XIIIe siècle. Bon. Voilà. Nous reviendrons plus tard sur ce problème parce que c'est un des plus intéressants concernant le Vigan. D'accord, ok. Alors de toute façon, là on va évoquer différents points d'intérêt du village et raconter à chaque fois leur histoire. Et l'idée c'est que Max complète à chaque fois, parce que finalement dans nos bulles sonores, on a pu mettre qu'un résumé très court de l'histoire qui concernait le lieu. Et l'idée aujourd'hui c'est de vous en révéler un peu plus et puis quand même de partir à la recherche de ces légendes, de trésors, parce qu'on n'oublie pas que c'est notre fil rouge. Donc là, on va parler des histoires connues et cachées du Vigan, et on va commencer par la forge. Alors, la forge, donc petite forge de village, ce lieu était occupé par le forgeron, dont le métier, vous en doutez, est de façonner le fer. Il réalise des outils pour l'agriculture, des outils tranchants, selon les besoins des habitants et les habitudes du terroir. Alors, serrures, chaînages, grilles, balustrades, et même les croix des tombes au cimetière. D'ailleurs, en l'occurrence, dans l'actuelle forge, restent tous les outils du forgeron, comme s'il était parti hier. À l'arrière de cette forge se trouve aussi une structure en bois que l'on appelle le travail. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur ce petit chemin des Vergères qui mène jusqu'au lavoir. Et donc, cette structure en bois, en fait, servait à maintenir les animaux pendant le ferrage. Et au Vigan, il y avait 2 forges. J'ai aperçu des tâches qui étaient là, et il me semble que c'était dans ta famille qu'il y avait une forge aussi. Voilà. Et Marie-Paul nous a dit aussi, alors Marie-Paul, je ne vois pas trop où elle est, là, tout au fond, elle nous a dit qu'au tout début, la forge était dans la maison d'en face, la maison aujourd'hui qui fait l'angle devant l'abbatiale, où apparemment c'était là où était la première forge. Et ouais, ben, voilà. Est-ce qu'il reste des choses à la cave après? Je ne sais pas. Mais... non, il n'y a plus rien. Ouais. Voilà. Et donc, la forge est restée en activité jusqu'aux années 50 et certains habitants s'en souviennent encore. Voilà. Donc, j'ai parlé du chemin des Vergennes aussi, et il est recouvert de pierres sculptées. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces pierres un peu arrondies au sommet des chemins, ce sont ce qu'on appelle des pierres. Vous ne savez pas? Oui? Des pierres? Doudane. Merci. Voilà, je pense servait à faire en sorte que la pluie ne rentre pas dans le muret. Voilà, donc... Alors, je pose une question. Au Moyen-Âge, on mettait systématiquement les forges aux extrémités du village. Pourquoi? Parce que la plupart des maisons, c'était des chaumières, les toits étaient en chaume. Il suffisait qu'une étincelle s'échappe de la forge pour mettre le feu au village. On appelait ça l'arcin. Arcin du verbe ardre, qui a donné en français ardent. Voilà. Bon, si ça peut vous donner des indications sur les lieux supposés de la forge. Mais je sais qu'à Desgagnac, c'était manifeste. Les forges étaient aux extrémités du village. Ok. Merci pour cette précision. Alors ensuite, on a le lavoir. Donc, le lavoir. Alors, quand on arrive... Oui, pardon? Non. Ouais. Alors, quand on arrive au lavoir des Vergennes, donc en fait, dans chaque village, il est le lieu d'une grande sociabilité. C'est ici que se font et se défont les réputations des familles. Les lavandières apportent leur linge sale dans une brouette. Elles s'agenouillent sur un vieux sac, été comme hiver, puis en frappant et savonnant le linge, elles discutent, cancanent et se racontent les dernières nouvelles. Ma reine nous le raconte très bien dans sa bulle sonore. Une fois par an, on tond les moutons, donc elles viennent aussi laver la laine au lavoir. Et le travail est pénible, éreintant, la laine des moutons est pleine de suint, donc c'est la graisse des animaux. Il faut alors la laver à plusieurs reprises.
mais elle est très lourde avec l'eau, donc c'était un travail très épuisant. Pierre nous en a beaucoup parlé aussi, des lavandières, quand on a fait l'inauguration du parcours sonore il y a 2 ans. Pierre Venturelli, ici, qui est guide de pays, a fait tout un mémoire sur les lavoirs. Donc si ça vous intéresse, il a toute une connaissance sur le sujet, et il a même pour son mémoire rédigé une chanson qui raconte l'histoire de ce qui se passait au lavoir. Il nous a fait une démonstration des évolutions jusqu'à la machine à laver d'aujourd'hui qu'on a chez nous, entre le lavoir et la machine à laver. Donc voilà, tout un pan d'histoire à travers le lavoir. Donc ça, c'est le lavoir, si vous le situez en tout cas, il est derrière la forge, au pied du pêche de la Gâche. Alors on va s'arrêter un petit moment sur le pêche de la Gâche. Voilà un mot, un terme qui me plaît beaucoup. La Gâche, ça vient de l'occitan, ogotsa, qui veut dire guetter, observer. Il y avait probablement, au XIIIe siècle, c'est sûr, il y avait un château à cet endroit qui s'appelait le château de Montphy ou de Moncy. J'ai des documents en provenance des archives de Gourdon qui indiquent que le seigneur de ce château, qui était un seigneur de Gourdon, probablement compromis par des problèmes de catharisme, avait délaissé la propriété de ce château au prieur du Vigan, un certain Arnaud, en l'an 1234, c'est-à-dire à l'époque de Saint-Louis. Ça remonte à loin. Et de ce château a parlé un petit peu un ancien instituteur du Vigan, un certain Melbec, qui était instituteur dans les années 1900 par là. Et il lui dit, mais il n'affirme pas qu'il l'a vu de ses yeux, que dans ce puits bien construit, qui existe toujours, parce que la dernière fois où je suis allé sur place, j'ai vu un puits bien construit, carré, de belles formes. Et il raconte que dans ce puits, on aurait trouvé des vieilles armes rouillées d'une époque indéterminée, tout ça. Mais en fait, ce point d'observation du pêche de la Gâche, on peut observer très très loin. Et il faisait partie d'un ensemble. À côté, il devait y avoir un petit château, pas Versailles bien entendu, mais un château dont le seigneur de l'époque, un seigneur de Gourdon, compromis pour des affaires d'hérésie cathare, que le seigneur a délaissé au prieur du Vigan pour se mettre à l'abri probablement de l'Inquisition. Le Vigan a été très touché au XIIIe siècle par le catharisme. Je vous signale que les seigneurs de Gourdon, les pèlerins du Vigan, les ébrards de Costerast ont été inquiétés par l'Inquisition pour leur amitié, pour leur accueil des cathares. Et à Gourdon était une ville à 99% cathare, tellement cathare que il y avait plusieurs familles d'obédience cathare, on les appelait les Vaudois, tout ça. Oui. Ces cathares donnaient des conférences pour, essayer d'attirer dans leur camp les cathares qui avaient une religion un tout petit peu différente. Ils étaient généralement très bien vus dans le pays, parce qu'ils vivaient très pauvrement, ils se disaient généralement tisserands, ils fabriquaient aussi des espadrilles, et certains pratiquaient la petite chirurgie, c'est-à-dire que si vous aviez un furoncle mal placé ou des petits problèmes de circulation, eh bien ces cathares connaissaient assez la médecine pour vous guérir. Alors, les habitants, les femmes avaient une dévotion particulière pour les cathares. Très souvent, elles leur apportaient leur enfant malade pour qu'ils les guérissent. Donc, ils étaient bien vus. Et l'atmosphère du pays m'a beaucoup rappelé ce que j'ai connu dans mon enfance à Desgagnac lors vous savez, l'époque de la Libération, quand il y avait des maquis et que
bon, les habitants voulaient faire fuir des maquisards pour que les Allemands ne les trouvent pas. Alors, certains gourdonnaient, les faisaient passer dans les bois et faisaient ça volontairement, sans rien demander. D'autres se faisaient payer. Ça m'a rappelé tout à fait cette époque. Mais Gourdon a payé un lourd tribut. Hein. L'inquisiteur Pierre Sella est venu de Limoges pour juger les Gourdonnais et il s'attendait à ce que la population le soutienne. Or, la population le regardait de travers et il n'a pas osé faire des bûchers comme ça se passait à l'époque. Les hérétiques étaient brûlés. Et alors, ce qui s'est passé à Gourdon, c'est vous avez salué de loin un cathare, bon, vous ferez le pèlerinage de Rocamadour. Vous avez donné une assiette de farine à un cathare, eh bien vous irez à Rocamadour, puis ensuite au pèlerinage du Puy. Vous avez reçu chez vous un cathare, mais c'est scandaleux. Alors vous irez à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Et puis alors, certains qui étaient plus compromis, on leur a dit, écoutez, l'Inquisition vous condamne à aller passer 7 ans à Constantinople, vous irez renforcer la population chrétienne qui est assiégée par les Turcs. Et j'aime mieux vous dire que les présumés coupables à l'église des Cordeliers de Gourdon, qui existe toujours, ils faisaient grise mine. Mais à la porte, il y avait un moinillon. Ça, c'est un peu mon imagination, c'est pas dit exactement dans les textes, mais c'est fortement... c'est presque certain. Il y avait un moinillon qui disait à ces marchands qui étaient un peu compromis avec le catharisme, messire, votre commerce, vous avez votre commerce à Gourdon, là, il fonctionne bien, vous avez une nombreuse famille, vous êtes content de voir vos enfants, là. C'est que, comme vous êtes compromis, vous savez, passer 7 ans à Constantinople, c'est loin, puis vous risquez de vous faire assassiner par des brigands. Oui, vous risquez. Alors, si vous voulez ouvrir largement votre bourse, nous avons besoin de beaucoup de fonds pour construire des églises et lutter contre le catharisme. Et les marchands vidaient tout ce qu'ils avaient. Et c'est à cette époque que le Quercy s'est couvert d'un blanc manteau d'église. La plupart des églises du Quercy, ça date de 1250, tout ça. Le catharisme a fait beaucoup d'effets et au Vigan, la population était compromise. Bon, je ne voudrais pas citer de nom parce que je ne voudrais pas citer, mais enfin, une famille qui vivait aux Pêches de la Gâche, le nom est resté dans notre pays, détenait le livre saint des cathares. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être ce livre saint des cathares? C'est le trésor. Et voilà, alors c'est peut-être quelque chose de très mystérieux, dangereux. Et puis, au fur et à mesure que j'étudiais les documents, que j'ai étudiés aux Archives nationales de Paris, les archives de l'Inquisition, écrites tout en latin, je me suis rendu compte que c'était les 4 évangiles, mais écrits en langue vulgaire, c'est-à-dire en occitan. Parce que, à l'époque, le clergé refusait absolument que les évangiles soient écrits dans la langue ordinaire, la langue du peuple. Il fallait que ça reste en latin et que l'interprétation du texte soit réservée à l'Église. Les cathares, ils voulaient que les évangiles soient connus de tous. Et voilà, c'était ça le livre saint des... Et c'était pas... D'accord. une bombe. Il y a eu en tout cas sûrement donc ce château sur le Pêche de la Gâche, donc aujourd'hui il ne reste rien, sinon qu'un puits. Un puits, et alors j'ai bien regardé les maisons, tout ça, j'ai pas vu de maison particulière. Alors, ce qui est par hasard, en étudiant les registres de police de Gourdon, des registres de justice, je me suis rendu compte que pendant la guerre de 100 ans, un gamin auquel il avait confié la garde d'une vache, le Seigneur lui avait dit de garder, de faire paître, l'avait laissé échapper, et il est monté au Montem Finum, c'est-à-dire à Montfit, au Pêche de la Gâche, et de loin,
il a repéré sa vache qui broutait dans des prés très au loin, ce qui prouve qu'à l'époque, le Vigan était très déposé. Il y avait beaucoup moins de forêts, de bois que maintenant. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, le bois, c'était la seule énergie à la disposition des gens. Avec le bois, on faisait des charpentes, on faisait du feu, tout était possible avec le bois. Et le Vigan était beaucoup moins boisé que maintenant. Bon, ben, j'espère que... Ok. Donc ça, c'était sur le Page de la Gâche. Et alors, si on... Donc, le château existait en 1240, à l'époque de Saint-Louis. D'accord, ça c'est dans les écrits. Il n'a laissé aucune trace. Voilà. Et de toute façon, on sait que souvent, les châteaux pouvaient se faire démonter, les pierres étaient réutilisées dans les maisons. Pour construire un nouveau château plus bas, à Bohème. D'ailleurs, c'est pas dans ta maison, Marie-Hélène, que tu as une fenêtre à chenaux. Absolument. On la voit depuis la... 3 € pour la regarder. Ah bon? C'est, oui, des maisons sur le côté gauche quand on vient du lac et qu'on rentre dans le Vigan. Il y a effectivement une petite montée, on voit une belle fenêtre. Ça fait un peu sauvage, mais il y a une fenêtre à même effectivement. Oui, tout à fait. Il y a sans doute dans pas mal de maisons de Vigan des restes de ces châteaux. Hein. C'est parce que quand les maçons voyaient des ruines avec des pierres bien taillées et qu'ils avaient besoin de pierres pour construire de nouvelles maisons, ils n'avaient pas considéré ces ruines comme des carrières. Hein. Bon, bien que même. Les cheminées. Oui, oui. Des manteaux de cheminée aussi. Alors, si on redescend du Page de la Gâche et qu'on reprend l'itinéraire du parcours sonore, on passe à la bascule. La bascule, c'est plus récent, elle date probablement du Second Empire. Le Second Empire, donc c'est la période en France pendant laquelle Napoléon III a régné en tant qu'empereur de 1852 à 1870. Donc c'est un témoin de l'activité économique d'un village en général, parce que la bascule recèle un mécanisme qui sert à peser les animaux vivants. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Marie-Paul disait que c'était son arrière-grand-père qui avait fabriqué le système de la bascule. Ton grand-père, voilà. Donc en tout cas celui du Vigan. Et ça pesait des animaux vivants, de la paille, du foin, pour ensuite les vendre à un prix calculé en fonction de leur poids. Et la pesée se faisait plus souvent lors des foires, qui étaient très importantes à cette époque. Et au XIXe siècle, donc la ville voisine, Bourdon, est un épicentre du commerce de cernes de noix et surtout de la truffe. Et donc, on a retrouvé dans les écrits historiques ce que... Aussi renommé que l'Albin, en 1900, Bourdon, c'était un lieu aussi connu pour l'abondance de ces truffes et de ces cerneaux que l'Albin. Alors, quand je m'amuse quand je vois à la télévision des reportages sur l'Allemagne avec des gens qui font cercle, qui s'échancent des billets, je pense à Bourdon. Et je connais ces détails en étudiant les rapports de la brigade de gendarmerie de l'époque, parce qu'il y avait des petits loustiques, ça existe peut-être encore, qui pour donner plus de poids à leurs truffes, les garnissaient avec des petits grains de plomb, un peu de terre. Alors les gendarmes veillaient au grain. Donc, je connais beaucoup de détails sur la vie d'autrefois à travers les rapports de gendarmerie. Heureusement qu'il y a cette chance. Et donc on espère, mais normalement c'est en cours je crois, que la bascule du Vigan va être un peu valorisée, enlever le crépi, mettre une vitre pour qu'on voit le mécanisme à l'intérieur et faire en sorte qu'on ne puisse pas forcément se garer devant, parce que ce système de balance, ne tiendra plus au bout d'un moment et donc c'est bien de le conserver. Donc normalement le projet est en cours et on espère que ça sera bon pour la saison touristique prochaine. Alors ça c'était donc la bascule. Ensuite, donc, si on continue le parcours, on va sur la rue de l'ancien hôpital Notre-Dame de la Pitié. Et donc dans cette rue, en fait, c'est l'ancienne rue principale du Vigan. Ce que tout le monde ne sait pas, mais en fait, voilà, c'est la rue des Chanoines, cette petite ruelle, c'était là où tout le monde passait. Et c'est qu'après, alors je ne sais pas en quelle période, que la départementale a été tracée et d'ailleurs passe à travers des maisons. Celle de Marlène a été coupée, la tienne aussi, je crois, Marie-Hélène. Voilà. Alors, donc à l'époque,
cet hôpital Notre-Dame de la Pitié a une toute autre signification qu'aujourd'hui. C'est pas un hôpital en fait, c'est un asile. Oui, au Moyen-Âge, enfin, pour ce qui concerne les villages comme le Vigan, qu'est-ce que c'est qu'un hôpital? C'est pas un endroit où l'on vous souhaite, c'est un endroit d'une série de masures où on trouve une paillasse, un brodeau, une miche de pain, et le pèlerin ou le voyageur peut rester là une journée, 2 journées, 3 journées. C'est tout. On ne vous donne aucun médicament. À Gourdon, c'est plus luxueux, disons. À Gourdon, les patients ont droit à des couvertures. Et même à un pot-au-feu, parfois. Parce que vous me direz, comment je connais ces histoires-là? Ben, en étudiant les archives de Gourdon, il y a un registre énorme qui s'appelle FF11, où on raconte l'attaque de l'hôpital de la Madeleine, parce qu'il y avait plusieurs hôpitaux à Gourdon. Il y avait un hôpital à la Madeleine. À l'époque, il y avait un hôpital, un cimetière, et il y avait même, et c'était aussi le lieu d'exécution, c'était là qu'on enterrait vifs, on enterrait les meurtriers vivants sous le cadavre de leurs victimes. C'était ce qu'énonçait l'article 10 des coutumes de Gourdon. Ah oui, ils évitaient la récidive, ils évitaient les frais, ils ne comprenaient pas pourquoi on allait mourir en prison des gens qui manifestement n'étaient pas récupérables. Alors bon, c'était leur coutume, c'était leur mentalité. Eh bien, donc une bande de malandrins avait fait irruption dans l'hôpital de la Madeleine, et faute de mieux, comme il n'y avait pas grand-chose à voler, ben, ils s'étaient vengés en prenant toute la viande qui était en train de bouillir pour les pauvres indigents. Et c'est comme ça que j'ai su que ben, les malades de Gourdon avaient un petit supplément, et la ville étant plus riche. Voilà. Alors, dans cet ancien hôpital, quels étaient les types de visiteurs qu'il y avait? Des pèlerins, beaucoup allaient à Rocamadour, puis des voyageurs. Puis bon, il y avait des pèlerins qui, après Rocamadour, prenaient le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils étaient si nombreux, même en Espagne, que la route qu'ils suivaient au bord de la mer Cantabrique était appelée par les Espagnols El Camino, c'est-à-dire le chemin des Français. Mais les Espagnols considéraient comme Français tous ceux qui ne parlaient pas la langue espagnole. Alors, c'est-à-dire des Belges, des Hollandais, des Allemands, toutes sortes de gens. Il y avait même des gens, des riches marchands qui payaient quelqu'un pour faire le pèlerinage à leur place. Il y avait aussi des chefs de bande, des chefs de brigands. Ah, mais ça, sur la route, oui, c'était pas tous des pèlerins, non. Mais... Ils discutaient entre eux des rançons, non? Ah non, mais là, vous parlez de la guerre de 100 ans dans le Bourdonnais. Ou même à l'hôpital du Vigan, visiblement. Oui. Ah, mais je ne sais pas si on recevait les militaires, enfin, parce que je sais que j'ai trouvé dans les archives de Gourdon que au Vigan, d'abord les Anglais sont venus en 1350. J'ai étudié un texte latin où il est question justement du château de Montphy, tout ça, et on dit que le Vigan était un lieu commode parce qu'il y avait des cabarets, les capitaines des compagnies françaises et anglaises, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'armée, c'était des compagnies de mercenaires qui changeaient de camp facilement si vous leur offriez un quart d'écu de plus. En pleine bataille, ils changeaient, puis ils se mettaient à se battre entre eux. Bon, c'était comme ça. Mais au Vigan, donc, c'était un lieu pendant les trêves renommé parce que les capitaines anglais et français, autour d'une chope, autour d'un bon repas, discutaient des rançons qu'ils pouvaient tirer des prisonniers, se les échanger même. Parce que ce qui les intéressait pendant la guerre de 100 ans, c'était pas tellement de tuer l'ennemi, c'était de tirer une rançon. Vous comprenez? Et les pauvres malheureux, les pauvres fantassins qui n'avaient aucune fortune, alors eux, ils se faisaient daguer, comme on disait. Mais
quand ces hommes de troupe mettaient la pointe de la dague sur la gorge d'un chevalier, ils lui disaient combien? À combien tu estimes ta vie? Et l'autre disait attends, et il voulait avoir la vie sauve. Et ensuite la famille était endettée pendant des années. C'était comme ça. Mais au Vigan, ne vous faites pas d'illusions sur le monde anglais, parce qu'ils étaient aussi peu anglais que moi. Hein. C'était des gens de Bordeaux essentiellement, des gens de Bordeaux. Quand on voit des listes de mercenaires anglais, ça s'appelle Jehan de Bordeaux, Thomas le Mindre, un tel Le Borgne, bon, il avait des noms bien français, mais bon, du moment que le roi d'Angleterre leur donnait une solde, ça leur était égal de piller les Français. Bon. Et puis les Français, ils ne comportaient pas mieux que les Anglais. Bon. Et ils auraient été très surpris si vous leur aviez adressé la parole en anglais. Personne ne comprenait l'anglais. Et les Anglais étaient si rares pendant les guerres de 100 ans dans notre pays qu'un notaire de Sarlat, qui était en train de rédiger un acte, avait pris comme témoin un Anglais. Et il a précisé, parmi les témoins, un tel Anglais d'Angleterre. C'était une nouveauté, on n'en voyait pas souvent. Les Anglais, généralement, c'était les grands chefs, les capitaines. Il y avait un général anglais qui s'appelait Knoll, Knowl. Mais ici, c'était devenu Canol. Alors, il paraît que Canol est par ici. Et les troupes anglaises, elles étaient surtout dans le nord. D'accord. Alors, d'après un plan de la ville du Vigan datant du XVIIIe siècle, un chemin reliait la chapelle de l'hôpital au fort et à la fontaine de Las Vergenas, autrement dit les Vergelles. Et on peut apercevoir ce chemin de l'autre côté de la route nationale qui remonte vers le coteau. C'est le chemin qui monte vers Chintop. Oui, qui passe derrière chez Dédé et qui remonte vers chez Ponce. Ah oui. Oui. Et donc, probablement au 9e ou 10e siècle, un paysan, qu'est-ce qu'il a trouvé, le paysan? Un paysan, ça, écoutez, 80% de tout ce que je vous dis, je dois le confesser, provient des notes historiques sur le Vigan dressées par M. Jean Lartigot, qui était le véritable historien du Vigan. Sa famille était alliée de Cagny, qui habitait le château, comme vous l'appelez le château, et je m'en inspire, je le reconnais. Je vous dis à 80%, il y a quelques détails sur les broderies, tout ça, et sur le nom, le Vigan, Carbonac, tout ça, qui sont de moi. Mais chaque fois que je dirai quelque chose de personnel, je vous dirai autrement, les trois quarts de ce que je vous dis, ça vient des travaux de M. Lartigot, qui lui était un véritable historien, et je m'honore d'avoir été son élève et son ami. Et donc, ce paysan au 9e ou 10e siècle, a trouvé un groupe un ensemble de sculptures représentant une matrone romaine avec ses deux filles. Et les paysans portaient tout de suite ça au curé du village, qui a déclaré que c'était probablement la Sainte Vierge. On n'entend pas le micro. Le curé ou un ecclésiastique quelconque a déclaré que c'était probablement la Sainte Vierge et les deux anges. Oui. Mais en fait, c'était un groupe de statues de l'époque romaine, qui n'avait rien de religieux. Mais bon. Oui, bon, ils les ont appelés Las Vergenas, le nom du chemin. Voilà. Et, mais bon, ça a disparu depuis le cours des temps. Donc on ne sait pas si ça a été détruit par les protestants quand ils sont passés par le livre. C'est possible. Alors, le point suivant que l'on évoque en général, c'est la chapelle Sainte-Frondine. Alors, la chapelle Sainte-Frondine, c'est un oratoire consacré à la prière, bâti sur l'emplacement d'une ancienne chapelle, qui était la chapelle de Notre-Dame de l'Hôpital. Voilà, c'est la chapelle qui a succédé à la chapelle de l'hôpital, parce que s'il fallait un peu nourrir et réconforter et
procurer un peu de repos aux pèlerins, il fallait aussi s'occuper de leur âme. Donc ils pouvaient prier et aller implorer la Sainte Vierge que leur voyage, surtout s'ils allaient en Espagne, se passe bien, qu'ils reviennent vivants. Alors, Oui, vous savez que ceux qui revenaient d'Espagne portaient des coquilles Saint-Jacques. Et vous en trouverez à la maison du docteur Vieux-Sens. Si vous regardez bien, il y a des coquilles Saint-Jacques stylisées, très étalées. et sur les murs de la Et maison. sur l'extérieur, oui, moi je passe souvent par là quand je vais faire les commissions, je regarde de tous les côtés, mais il n'en reste que des lambeaux de cette maison, de ce domaine. Alors pour terminer sur la chapelle, donc en 1683, il ne subsiste plus rien de l'ancien hôpital sauf la chapelle. Elle porte la date de 1657 sur le linteau de sa porte. Et le chanoine Albe et Ludovic de Valmont nomme cette chapelle Sainte-Rodine, dans laquelle le premier a vu une sainte originaire du Berry, Oui, Rodin. Rodin. C'est quand même quelqu'un qui a eu une apparition à un moment. Oui. Mais les gens de l'époque, Rodin, ça leur disait rien, et ils ont assimilé ça au verbe occitan rondina, qui veut dire grenier, cochonnet. Et alors il paraît qu'au mois de septembre, les femmes du Vigan, qui avaient des enfants malingres ou ronchons, grognons, venaient leur faire toucher la statue qui se trouve à l'intérieur de Saint-Trombert pour qu'elle les guérisse. Et ça, c'est conforme aux usages d'autrefois. Alors Rodin, c'est devenu Rondina. C'est resté. Si on Tout le avance un monde comprend peu. l'occitan ici. C'est un peu. Alors, si on prend donc cette rue des Chanoines et qu'on continue un peu en direction du lac, on arrive au manoir de la Barrière. Donc le manoir de la Barrière, qui est aujourd'hui maison d'hôtes, qui en fait il date du XVIIIe siècle. Donc la partie la plus historique, c'est la tour, sûrement plus ancienne. C'est aussi du 18e, j'ai l'impression. Parce qu'à l'époque, les nobles, ceux qui avaient des sous, les hommes de loi, parce qu'il y avait au Vigan énormément d'hommes de loi, d'avocats, tout ça, des gens qui avaient des moyens, et leur rêve, c'était un peu de ressembler aux nobles. Alors, ils faisaient construire une maison avec un haut pigeonnier qui devait ressembler un peu à une tour et un château, et leur rêve, leur ambition, c'était d'être incorporé à la noblesse. C'était ça. Et on s'était dit aussi que ça avait servi de barrière de douane. Ah oui, parce que j'ai retrouvé ce nom à Négagnac aussi, un quartier, maintenant qui a disparu, de la barrière au Vigan. Je pense qu'il y avait une barrière de douane où prélever une taxe sur les gens qui venaient des villages environnants, le bourg, et qui voulaient vendre leurs produits au marché. Donc, ça constitue un fonds de roulement pour la mairie, parce que c'était un peu de partout comme ça, il n'y avait pas des impôts comme maintenant. Alors, à Gordon, on louait les fossés de la ville qui étaient censés contenir de l'eau, mais qui n'en ont jamais eu. Et on les louait, on en faisait des jardins qu'on louait. On louait aussi les commerces qui faisaient un fonds de roulement pour la mairie. C'était le système d'autrefois. Alors, bon voilà sur le manoir, et donc après, juste en face, en fait, il y a la maison du docteur Vieux-Sens, qui est habitée encore aujourd'hui, et qu'on a sélectionné dans le parcours, parce qu'elle a quand même une certaine histoire aussi. Le docteur Vieux-Sens, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. Raymond Vieux-Sens. Voilà, Raymond Vieux-Sens, donc c'est l'un des plus grands anatomistes français. Ouais. Donc on a quand même une personne de renommée au Vigan. 1640-1715. Il a vécu à peu près comme Louis XIV, sous le règne de Louis XIV, sa vie coïncide avec celle du roi Louis XIV. Donc il est devenu docteur en 1670. Moins d'1 an après son doctorat, il est nommé médecin de l'hôpital Saint-Éloi, qui était le plus important de Montpellier. En avril 1679, Vieux-Sens devient le médecin en chef de cet hôpital, et il est avant tout un chercheur. Alors il aura 12 enfants,
qui tous feront de belles carrières. Et en 1691, il devient même le médecin de Mademoiselle de Montpensier, la célèbre héroïne de la Fronde. Et le Quercino occupe cette fonction jusqu'à la mort de la princesse en 1693. Et durant cette période, il est même nommé médecin du roi. Oui. Voilà. Et il a écrit beaucoup de bouquins. En latin. Notamment, alors son tout premier livre, apparemment c'est un chef-d'œuvre. Il porte un titre verbeux selon l'usage de l'époque. Alors je vais vous le lire, mais bon courage. Donc c'est Monographie universelle du système nerveux, où se trouve la description anatomique de tous les nerfs du corps humain, aussi bien ceux du cerveau que ceux de la moelle épinière, rédigés avec soin et intégrité, ornés d'une riche iconographie et accompagnés d'explications sur leur fonctionnement, tirés de la pratique et des expériences. Voilà, donc c'est un ouvrage de 252 pages avec un super méga long titre. Bon, au moins, il a eu cette réédition, donc on pense quand même que c'est quelqu'un qui a... Oui, alors, dans les premiers temps, j'ai cherché son nom sur Internet. Alors, j'ai trouvé toutes sortes de choses imaginaires. Né probablement à Le Vigan, dans les Philippines. Né en Rouergue. Et alors, je me suis adressé à la mairie du Vigan pour essayer de retrouver le registre des naissances de l'année 1640. Malheureusement, ce registre rare a disparu. Mais M. Lartigot est un docteur historien dans un fascicule de la Société dans un fascicule de la Société des épidémiologues, a démontré parfaitement, et surtout M. Lartigot, dont un ancêtre a participé aux fouilles des papiers dans la maison Vieux-Sens, a certifié que c'était bien là qu'il était né. Bon. Et je vais vous rapporter. Alors, c'était un spécialiste donc, du système nerveux et un anatomiste, un des meilleurs de son temps. Il aurait pratiqué de son vivant. Il aurait pratiqué de son vivant 400 autopsies. Donc, il connaissait le corps humain comme vous connaissez le fond de votre poche. Et à ce propos, j'ai lu quelque part, mais je ne me rappelle pas l'ouvrage, mais un ouvrage sérieux, une anecdote se rapportant à lui. Le pauvre roi Louis XIV, sur ses vieux jours, il a vécu très longtemps, mais très malade, souffrait d'une fistule à l'anus. Et déjà que à cette époque, enfin, déjà maintenant, ça ne doit pas être très, très agréable, et l'idée de se faire opérer doit être très embarrassante. Mais à l'époque, avec les instruments de torture qu'ils avaient, ça devait être quelque chose d'incroyable. Et alors le roi, probablement, a fait appel au docteur Raymond Vieux-Sens, du Vigan, pour l'opérer de sa fistule à l'anus. Et bon, ça s'est bien passé. Et le lendemain, quand il ouvre son cabinet, que voit le docteur Vieux-Sens? Une file ininterrompue de courtisans de Versailles qui tous voulaient se faire opérer de la même opération du roi, de la fistule à l'anus, alors qu'il se portait très bien de ce côté, mais sans doute espérait-il de la compassion du roi, et une petite rente, peut-être aurait fait grâce. Mais c'est vous donner un peu une idée de ce qu'était l'esprit de courtisanerie des gens de Versailles. Moi, ça il doit y avoir un fond de vérité dans cette histoire. Alors, quand on parle de cette maison du docteur Vieux-Sens et qu'on remonte vers le village, on arrive vers la boulangerie et notamment vers les remparts du fort. Donc, si on se place en face de cette boulangerie et de la boucherie, qui donne sur la rue principale, on peut lever les yeux et admirer une superbe latrine du Moyen-Âge. Qui surplombe donc la rue, et à l'époque la rue était positionnée, comme on l'a dit tout à l'heure, en bas, donc c'était la ruelle la rue des Chanoines aujourd'hui, et en fait à la place de la départementale il n'y avait que des jardins. La boucherie actuelle se situe d'ailleurs aujourd'hui dans une ancienne porte que
que la population doit traverser pour se rendre dans l'enceinte du village. Donc aujourd'hui on traverse la boucherie, mais à l'époque c'était on rentrait dans le village. Voilà, donc le village était fortifié, bien plus petit Oui. que maintenant, et constitué donc de quelques tours et tronçons de murailles autour de l'abbatiale. On appelait le fort. Voilà, et si l'enceinte était prise, on se réfugiait dans l'église, voire dans le haut clocher qui contenait des victuailles, des armes, des coffres avec de la nourriture, etc. Et donc situé autour de l'abbatiale, les remparts du fort protègent les villageois des invasions et attaques ennemies, notamment des Anglais, mais on l'a dit tout à l'heure, les Anglais, pas vraiment anglais, mais voilà. Là, et ce qu'on peut dire là-dessus, sur les remparts du fort de plus, et chaque village, par exemple des Grecs, c'était le cloche, des Gagnacques avaient aussi son fort. On appelait Fort Alicia. Et il faut vous imaginer que pendant la guerre de 100 ans, les seigneurs qui restaient dans leur village et pour donner un peu de courage à leur population, beaucoup s'étaient réfugiés à Cahors ou dans les villes fortifiées. Beaucoup avaient lâchement abandonné leurs paysans. Mais ceux qui restaient avaient donné l'ordre à leurs paysans de pratiquer un grand fossé autour de leur maison. Et alors, ce fossé, déjà, s'il était un peu profond, protégeait le village contre une charge de cavalerie, par exemple d'une compagnie de mercenaires à cheval. Donc ils étaient, puis en creusant ce fossé, ils extrayaient de la pierre qui allait construire leur maison. Alors ils ordonnaient aux paysans de construire leur maison avec une façade aveugle sur l'extérieur et toutes les ouvertures donnant sur l'intérieur du fort. Il y avait une ouverture pour entrer, une ouverture pour sortir. C'était ça qu'on appelait un fort. Alors au centre, il y avait l'église, il y avait une ou deux tours. C'était le cas pour Desgagnac, mais pour le Vigan, ça devait être exactement la même chose. Et voilà ce qu'on appelait un fort. Alors, ça ne pouvait pas résister à une armée, bien entendu, mais ça pouvait résister à une compagnie de brigands qui voulait piller le pays. C'était leur système de défense. D'accord. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on arrive aussi à d'autres points qu'on voulait évoquer. Alors, la rue Saint-Jean ou la rue Bonbouc. Alors, là, c'est donc la petite ruelle qui monte vers le château, en partant de la départementale. Donc, voilà. Donc, au Moyen-Âge, le centre du village se trouvait en hauteur. Et oui, c'est le fameux problème de Carbonacum et le Vigan. Alors, monsieur Lartigot vous aurait dit, monsieur, le Vigan, ça vient du latin vicanensis, qui veut dire, vicus en latin veut dire le bourg, le centre, où se trouve le berceau, où se trouve la population. Et vicanensis, ça veut dire dépendant du bourg, dépendant du village. Ce qui me fait penser que ces deux appellations, Carbonacum et le Vigan, sont deux sites qui ont correspondu à deux époques de peuplement du Vigan. Carbonacum en haut de la rue Saint-Jacques, je préfère Saint-Jacques à Bonnecu, Saint-Jean. Ça, c'est le Vigan primitif, c'est le Vigan d'origine. Pourquoi est-ce que j'ai cette hypothèse? J'ai mis cette hypothèse parce qu'on a trouvé sur la petite place qui se trouve à côté de la maison de mon cousin Tchaïkovski, tout le monde connaît, le charpentier. Là. Quand il a construit sa maison, dans les fondations, il y avait des tas de cercueils, des tas de sarcophages, certains garnis d'un récipient de terre ou de terre cuite qui contenait des matières charbonnées, probablement de l'encens, tout ça. À l'époque, ce qu'on faisait aussi pour les morts, c'est qu'on mettait dans le sarcophage des fioles avec de l'eau bénite. On pensait que ça leur permettrait de gagner plus facilement le paradis, probablement. Et je sais que dans cette place qui s'appelait au Moyen-Âge la place del Mercadial, marché, je ne vois pas pourquoi on aurait fait un marché si haut si la population se trouvait en bas. Hein. Les gens, ce n'est pas un plaisir de grimper la côte 2 ou 3 fois dans la journée.
Donc, le Vigan primitif, pour moi, c'est le haut, l'extrémité supérieure de cette rue Saint-Jacques, ou Pont de Christ si vous préférez. Et il y avait une église qui rappelle par son nom, c'est l'église primitive du Vigan, elle s'appelait Saint-Jean des Carbonnières. Vous notez que Carbonnières, ça ressemble beaucoup à Carbonacou. Et cette église très ancienne était pourvue d'un cimetière, comme la plupart des églises d'autrefois, et on aurait trouvé dans le parc du château actuel aussi des objets très anciens, des pierres sculptées, d'après M. Lartigot. Il a fait des recherches, mais il n'en a pas fait part. Mais je suis persuadé que le Vigan primitif se trouvait en haut de la rue Saint-Jean. Et le jour où on fera venir au Vigan des équipes d'archéologues professionnels, ils trouveront des choses extraordinaires. Et cette église fonctionnait encore en 1711. Vous vous rendez compte, en 1711. De telle sorte qu'au Vigan, il y avait 3 églises. L'église de Saint-Jean des Carbonnières, l'église de Saint-Gall qui occupait approximativement l'emplacement de l'actuelle épicerie, et puis l'église qui était réservée aux chanoines, église à laquelle le peuple normalement n'avait pas accès, c'est l'église actuelle, c'était l'église des chanoines. Pour ça, vous avez une belle église. Mais on pourrait appeler, si on se réfère à cette époque, comme on a dit colomber les 2 églises, on pourrait appeler le Vigan les 3 églises. Hein. Tout à fait. On a l'avantage. Alors, d'ailleurs, ce château donc, a été construit, alors celui qu'on voit aujourd'hui, vers 1860, pendant la période du Second Empire. Oui. Mais effectivement, avant ça, en 1807, il y avait déjà un emplacement avec une grosse ferme de porcherie. Monsieur Thiers. Voilà, qui appartenait à Monsieur Thiers. Percepteur à vie du Vigan et maire du Vigan. Donc, il était chargé de recueillir les impôts et il est devenu maire du village. Et ensuite, donc, le lieu est devenu la demeure des familles Thiers, Glandin, le fameux Glandin, Camille et Causon. Voilà. Et Maintenant, Glandin, propriété de M. Cacheux, qui nous vient du Nord, mais qui est un homme très sympathique. et Guillaume Glandin est devenu lui aussi maire du village en 1834. Ah oui. Et alors, il ne s'entend pas avec le curé, vous allez nous raconter. Ah oui, alors M. Glandin, c'est un homme de loi, c'est un avocat. Il a connu la Révolution, il a un esprit un peu plus libre que la plupart des maires de l'époque, mais enfin, quand même, il tient à ce petit privilège. Et il ne s'entend pas avec le curé parce que le curé lui a soumis une proposition. Le curé veut fonder une sorte de petit couvent au Vigan en réunissant des jeunes filles de bonne famille qui apporteront une dot, bien entendu. Et M. Glandin, maire du Vigan, a l'habitude de compter les sous qu'il a dans sa caisse communale. Et il suppose qu'une fois que l'argent des dots aura été dépensé, il faudra que la mairie subvienne aux frais du couvent. Il n'est pas d'accord. Mais ça, c'est un détail. Le plus grave de l'affaire, c'est que M. Glandin avait un fils qui étudiait le droit à Paris. Or, à l'époque, à Paris, sévissait une épidémie de choléra terrible. Et cet enfant, cet étudiant est revenu malade de Paris. Il est revenu au Vigan pour y mourir. Et lui, il était assez indifférent en matière religieuse, contrairement à ses parents, surtout ça. La maman était très attachée à la religion. Et quand il est mort, comme le curé ne le voyait jamais à l'église, il a refusé l'enterrement religieux, au grand désespoir de ses parents. Les parents ont décidé de faire intervenir l'évêque de Cahors qui a dit non, c'est l'affaire du curé. Et alors, la jeunesse du Vigan, outrée, a déclaré une sorte de petite guerre au curé. Et les partisans du curé, la population se divisait en 2 clans. Le clan de M. Glandin, le clan du maire, puis le clan du curé. Et alors, une nuit, les coups de fusil
sont partis sous les fenêtres du presbytère actuel. Puis la nuit suivante, les mêmes coups de fusil ont été lancés contre les volets du château du Vigan. Et on n'a jamais su quels étaient les auteurs. Il y a eu une enquête épaisse comme ça à Cahors. Et je n'ai jamais su. Alors même à la fin, les gens se disposent prêts à dire la vérité, puis on apprend qu'ils ont reçu de l'argent pour raconter. Mais c'est très, très instructif sur la population du Vigan, qui est très partagée à l'époque. Et il y a eu une autre époque où le Vigan a connu une seconde révolution. En 1848, c'est la Seconde République. On chasse le roi Louis-Philippe. Et la Seconde République prend son essor. Et il y a eu aussi une petite révolution au Vigan parce que le gouvernement républicain a décidé de nommer un nouveau maire du Vigan, un certain Lovell. Et les gens du Vigan avaient un maire qui s'appelait Fontany, avec lequel ils étaient tout à fait d'accord, qu'ils aimaient bien, pour révolution. On pille une ou deux maisons, on maltraite la femme de Lovell qui était enceinte. Enfin bon, la gendarmerie de Gourdon est venue à cheval. Elle a voulu faire une enquête, mais la population était tellement excitée, d'après les rapports, qu'elle n'a pas pu continuer. Ils sont rentrés à Gourdon. Et vraiment, et même les Viganais avaient pris la route ils avaient dit que la population, enfin une partie de la population avait franchi le pont Gourdonnais, se préparait à aller demander des comptes au sous-préfet de Gourdon. Le sous-préfet de Gourdon est venu, il a failli passer à l'eau dans l'étang du moulin de... Comment on appelle ça là, le moulin qui précède le Vigan. Non, Nol. Pagnol. Plagnol, voilà, Plagnol. Et il a dû d'être sain et sauf qu'à l'intervention du curé qui a plaidé pour lui. Vous voyez quel était l'état d'esprit. Bon. Alors quand je me promène autour du Vigan, je vois des panneaux, le Vigan, village de caractère, je pense à moi, parfois de mauvais caractère. Et on voulait inclure le pont Gourdonnais dans le parcours sonore, mais c'était un peu loin parce qu'il fallait traverser toute la zone industrielle. Et puis, il ne reste pas grand-chose à voir. Oui, mais attention. Le pont, aujourd'hui, c'est une route avec un tournant. À proximité du pont Gourdonnais, au Moyen-Âge, il y avait une léproserie. Et là, j'ai des documents certains. Je connais les gens qui habitaient là. Dans quel endroit exactement par rapport au pont, je ne sais pas. Mais c'est à proximité d'un terroir qui s'appelle l'Orzillier. C'est-à-dire l'endroit où on puise l'argile, dont on se servait pour faire des poteries, tout ça. Bon. Mais c'est un vrai mystère parce qu'on n'arrive pas à la situer. On sait qu'elle y était. Moi, j'aurais situé cette léproserie à l'emplacement du moulin d'Elsol, mais d'après les notes de M. Artigoud, non, la léproserie se trouvait à proximité du pont Gourdonnais. Et c'est là qu'il s'est passé pas mal de choses aussi à l'époque de la Révolution. Entre les révolutionnaires de Gourdon et puis les gens de Vigan, il y avait des heurts fréquents. On se frottait les oreilles. Alors, si on revient côté village, on parlait tout à l'heure du couvent, de la querelle avec la mairie. Donc le presbytère et le couvent sont en face de l'église. Le presbytère, on le situe assez bien, c'est deux tours avec des colonnades qui abritent aujourd'hui plusieurs habitations. Et à l'origine, c'était un bâtiment où on logeait le curé. Évidemment, aujourd'hui, il n'y loge plus. Et il est souvent situé à proximité de l'église paroissiale, le couvent des paroissiens. Donc les disputes éclatent entre les villageois en 1834. Donc on l'a raconté, je crois, entre Guillaume Glandin et le curé Jean-Baptiste Agouy, parce que le dernier voulait justement établir un couvent. Baptistou, voilà. Donc le curé voulait établir un couvent à l'emplacement d'ailleurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le couvent, qui est juste en face de l'église. Sauf qu'en fait, c'est finalement du coup pas devenu un couvent. C'était plutôt une communauté de sœurs qui a été fondée en 1845 et qui a été destinée à instruire 15 enfants pauvres gratuitement et assurer la visite des malades. Elle est donc située à côté du presbytère et elle était affiliée à la congrégation de Gramat.
Donc là, on a des écrits aussi, hein, on a des archives, puisque c'est notre maison de famille. Mamie, à l'époque, était allée voir les sœurs de Gramma, et on a récupéré la liste des sœurs qui étaient dans cette école, qui faisaient bien école gratuitement à Aix-en-Provence. Enfin, il y a vraiment tout est rédigé, tout est écrit. Et alors, elles y faisaient école jusqu'en 1903. Et quelques années plus tard, 1905. voilà, la séparation de l'Église et de l'État, refusant la laïcisation de l'éducation, qu'on a appelé aussi la sécularisation, la dernière religieuse enseignante, donc qui s'appelait sœur Georges-Marie Vieillescaz, a décidé de partir de Vinéou au Brésil. Alors, on n'a pas cherché plus loin, mais ça serait marrant de chercher où est-ce que la dernière sœur du couvent a atterri au Brésil. Ça serait marrant, puis à l'époque, c'était pas très commun quand même de dire je plaque tout, je pars au Brésil. Et donc, du coup, cette école des sœurs a fermé ses portes en 1906. Mais bon, c'est peut-être un pan d'histoire à investiguer, parce que ça serait marrant de savoir ce qu'elle est devenue. Bon, certes, elle n'a pas eu forcément un rang de descendance, mais au moins savoir où est-ce qu'elle a atterri. Et alors, donc, en étant sur le presbytère et le couvent, on voulait évoquer, à côté du presbytère, le pré de chez Betty Prunière. Oui, le pré où apparemment il y avait un ancien château. Je vois pas le pré, là. Ah bah le pré, il est là où il y a le... Ah oui, d'accord. Oui, Voilà. oui. Alors, donc les seigneurs, le seigneur de Bourgogne qui possédait le château de Montfil de Moncy, c'était plutôt Montfil, hein, donc avait fait quand une sécurité relative a régné dans le pays, a voulu descendre, comme la population d'ailleurs, et a fait construire, avec probablement les pierres de son ancien château, a fait construire un château sur le terrain qui est devenu la propriété d'un certain Prunière. Et alors, château comportant tours, tourelles, chemin de ronde, pont-levis. Et j'ai parlé à ce sujet avec le propriétaire du pré, M. Prunière, qui m'a dit qu'effectivement, quand il labourait cette prairie, qui est assez marécageuse, le soc faisait remonter à la surface des pierres taillées qui, manifestement, provenaient de cet ancien château. C'est probablement ce château qui a été détruit pendant la Révolution au Vigan, où la fermentation a été extrême. Dit un journaliste de l'époque, la Révolution a atteint un degré de férocité absolue. Enfin, on a détruit le château jusqu'aux girouettes, tout ça. Bah, regardez ce qui s'est passé à Gourdon, il a été démantelé aussi. À Gourdon, il s'est passé des choses. Donc voilà, en théorie, il y a peut-être un ancien château ici. Peut-être un trésor, qui sait. Qui sait. On arrive à la dernière étape du parcours sonore, qui est l'abbatiale évidemment. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait 3 églises au Vigan. Donc je vais juste vous le rappeler, donc c'était l'église primitive la plus ancienne, Saint-Jean-des-Carbonnières, voilà, qui était située à proximité du château au sommet du Mont-Saint-Jean. Ensuite, il y avait l'église Saint-Gall qui était à l'emplacement de l'épicerie d'aujourd'hui, donc c'est pas évident à imaginer, mais enfin, apparemment il y avait une église paroissiale, donc celle où tout le monde pouvait se rendre pour aller à la c'était messe. l'église paroissiale, oui, celle qui était réservée à la population pendant. Voilà. Mais elle est tombée en ruine à la fin du XVIIIe, Oui. et Napoléon a autorisé la municipalité du Vigan alors à aliéner cette église. Aliéner, ça veut dire... Le soir de la bataille de la victoire de Wagram, en En 1809. Et aliéner, ça veut dire... Aliéner, c'est-à-dire qu'il a autorisé le maire du Vigan et la municipalité à vendre les pierres et ce qui provenait de la démolition, de la vétusté de l'église Saint-Gall, pour constituer un fonds de roulement pour la municipalité. Donc les pierres ont été utilisées. Mais c'est vrai, c'est M. Lartigot qui avait attiré mon attention, et il m'a dit, vous savez, c'est probablement un secrétaire qui a signé, parce que le soir de la bataille, Napoléon était sans doute très occupé par les milliers de morts, de blessés. Il avait autre chose à faire qu'à signer la permission pour la municipalité de Vigan de vendre les ruines de Saint-Gall. Il faut comprendre, c'est un secrétaire qui a donné cette autorisation et adressée au préfet de l'époque.
Et s'agissant de cette église Saint-Gall, de récentes recherches donc, révèlent qu'un évêque de Gourdon qui vivait au 5e siècle, qui s'appelait Ruris de Limoges, qui est aussi Saint Ruricius, qui est né vers 440, donc ça remonte un peu, est devenu évêque de Limoges. Et les originaux de ces lettres sont aussi conservés dans l'une des bibliothèques médiévales les plus importantes du monde, qui se trouve en Suisse alémanique, au sein d'une abbaye qui s'appelle Saint-Gall aussi. Donc, c'est une coïncidence ou pas une coïncidence d'ailleurs, qu'en Suisse, il y ait une abbaye qui s'appelle Saint-Gall et que l'ancienne église du Vigan, à la place de l'épicerie, s'appelait aussi l'église Saint-Gall. Il y a peut-être un lien entre les deux endroits. Alors, lequel est-il? Les moines de Saint-Gall, au IXe siècle, passaient leur temps à récupérer tout ce qui leur venait de la littérature, des écrits de l'époque romaine, et ils passaient leur journée, ils passaient leur vie à recopier, et ils nous ont laissé des registres qu'on appelle des codex. Et c'est dans un de ces codex que j'ai vu que Ruricius était probablement issu de Gourdon, et qu'il avait passé quelques journées à Dégagnac où il avait retrouvé la santé. Je disais, comment dirais-je, si la municipalité de Dégagnac était un peu astucieuse, elle dirait venez vous reposer, passez vos vacances à Dégagnac. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, regardez, Ruricius, 5e siècle, a été guéri par le bon air et la bonne nourriture de Dégagnac. Et enfin, c'est une mine de renseignements extraordinaire, à condition de lire l'écriture de cette époque, qui n'est pas facile. Bon. Enfin voilà, donc ça c'est l'histoire sur Saint-Gall, et puis donc il y avait l'église actuelle évidemment, donc la 3e église et celle où s'arrête le parcours sonore, qui était d'abord réservée aux chanoines, on l'a dit, donc elle n'était pas accessible aux villageois, et elle est devenue paroissiale et ouverte à tous à la Révolution. Alors, le dernier point qu'on voulait aborder là-dessus, c'est il y a eu donc cette église est construite sur une autre église avec des fondations un peu originales. Certains peut-être parmi vous se rappellent des travaux de consolidation des fondations qui ont été faits à une certaine époque sur l'église actuelle. Et M. Lartigot évidemment suivait ça de très près. Il m'avait fait remarquer que les fondations avaient des formes d'escalier. Et ce qui le surprenait, et moi ça me surprend également, c'est qu'on ait construit cette église en terrain marécageux, parce qu'il m'a dit que l'ancien nom du terroir sur lequel est édifiée cette église, c'était en occitan l'os grenoulière, c'est-à-dire la mare aux grenouilles. Et c'est un peu la même chose que pour la prairie de M. Prunière. C'est un terrain marécageux. J'ai du mal à comprendre comment les maçons d'autrefois ont pu construire, alors qu'ils ne connaissaient pas le béton, tout ça, sur un terrain marécageux. Ça ne se faisait pas autrefois. Et donc, après certains en ont témoigné, mais les écrits historiques, pour le coup, ne corroborent pas ça, parce que c'est trop récent, mais quand il y a eu décaissement autour de l'abbatiale pour consolider, parce qu'en fait, elle bougeait un peu sur le terrain, donc il a fallu décaisser et puis son nom complet. Apparemment, certains anciens racontent qu'ils ont vu un souterrain, la structure d'un souterrain, qui d'ailleurs n'était pas en trop mauvais état, mais bon, personne ne s'est aventuré. Non, je me rappelle que à l'école, j'ai vu le trou qui pouvait sortir. Oui, ils n'entendent pas au fond. Redis-le parce qu'ils n'entendent pas. Ah ben, je veux dire que moi je me rappelle quand j'allais à l'école, il y avait comme le voûte, si tu veux. Ah bon? Il y avait un voûte comme ça, par exemple, il allait à la vache. Ça, je ne sais pas. Il y a les plus anciens de moi qui peuvent le répéter. Je crois que c'était, me semble-t-il, c'était là, de ce côté-là, non? Non? Oh non, c'était devant là. Devant là? Là, voilà. Oui, j'avais.
Alors on disait que c'était un souterrain, il y avait cette fameuse chèvre à l'or dans le souterrain. On y vient, la chèvre. Aussi dans les souterrains de la Vercantière, à Saint-Pierre, c'est autre chose. Vous savez. Il y a des gagnants que les seigneurs se battaient à cheval dans les souterrains, parce que c'était tellement plus commode de galoper avec un cheval dans les souterrains que de prendre la route qui réunissait les deux châteaux. Bon, c'est comme ça. Bon voilà, donc on arrive à la conclusion de cette causerie parce que on a évoqué pas mal de sujets, pas mal de points, mais voilà, donc des bribes d'histoire, anecdotes du passé, hein Max? Qu'en retient-on? Que s'est-il vraiment déroulé? Qu'a-t-on fait des vieilles pierres, des vieux châteaux et souterrains? Y a-t-il eu un vrai trésor ou bien ne l'a-t-on pas déjà sous la main? Alors, on a fait une petite conclusion un peu sympa en fait, c'était pour vous dire que, en effet, quand on y pense, ce n'est pas que de la chance. Pour trouver un trésor, mieux vaut regarder en soi ou juste sous ses pas. Notre terre, notre histoire, les êtres chers et leur mémoire, ne sont-ils pas autant de perles et de trésors qui valent bien plus qu'un coffre-fort? C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux me déplacer, vous prêtez le micro. J'ai cru apercevoir une main au loin, mais peut-être pas. Est-ce que vous avez... Ah, Bonjour à tous. Une question concernant le manoir, puisque nous sommes les nouveaux propriétaires du manoir La Barrière. Je me suis absenté quelques temps, et pendant ce temps-là, vous avez précisé que c'était du 18e. Oui. Or, d'après ce que l'on sait, une partie date du 16e. Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet? La partie où il y a le pigeonnier. Je n'ai jamais eu l'occasion de pénétrer à l'intérieur. Vous êtes le bienvenu. Oui, mais comme vous voulez. j'attends que Les vous tous. vous entrez, monsieur Ozza, parce que vous me voyez passer souvent. Mais bon, je ne veux pas. N'hésitez pas à venir, vous êtes le bienvenu. Oui, mais je sais que nous avons d'excellents rapports. Mais à première vue, c'est une gentilhommière telle qu'on les faisait au XVIIIe siècle, et ça correspond tout à fait au désir des hommes de loi, des bourgeois aisés, d'acquérir une petite seigneurie qui leur convenait. C'est une autre Il y avait au XVIIIe siècle un engouement pour le passage dans la classe supérieure. Vous imaginez que les nobles. Après, on nous a aussi raconté, quand on s'est renseigné sur le parcours sonore et qu'on a recueilli ces informations, que le manoir de la Barrière, c'était bien prestigieux, mais qu'il y a quelques années, alors je ne sais pas quelle est l'époque, vivait une famille plutôt pauvre. Je crois même que la maman avait donné naissance à son dernier, je ne sais pas quoi, dans les cendres. Enfin donc ça n'a pas toujours été une gentilhommière rutilante. Il y a eu quand même différentes histoires sur le sujet. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de vous mettre en rapport avec Max et puis aussi d'en parler autour de vous. Et puis nous, on a aussi réuni tout un ensemble d'informations avant de les résumer. Donc on a une version un peu plus longue peut-être de ce qui concerne le manoir, donc je vous l'enverrai. Parce que moi j'avais lu dans le château que, avant qu'on acquiert le château, du moins le manoir, j'avais lu par un article qu'avait écrit M. Lartigot que ça avait été habité par une famille du 17e ou 18e siècle. Les vallées. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'était peut-être plus ancien que le 18e, ça avait été habité déjà au 17e. Une famille qui venait de Rouergue. Et je ne sais pas. Alors, j'ai constaté depuis fort longtemps que votre manoir est un monument historique, c'est affiché, je veux bien croire, mais j'ai demandé souvent le dossier qui a permis la constitution de cette appellation. À Cahors, ils n'en savaient rien. Alors à qui faut-il s'adresser pour connaître les éléments qui ont fait de cet ensemble, qui est fort beau d'ailleurs, un monument historique, je ne sais pas. Mais bon.
Louise. Oui, je voulais parler du manoir. Dernièrement, là je parle d'une époque plus récente, le manoir de la Barrière servait de logement aux métayers du château. Oui, j'ai entendu aussi ça. Mon père est né dans ce manoir, puisque son père était métayer chez De Camille. Et également, Gérard Montin, qui est né aussi dans ce manoir, m'avait de plus dit qu'il y avait tout un système de puits qui servait à faire remonter l'eau depuis le ruisseau jusqu'au château. Voilà. Oui, oui, ça j'ai entendu aussi. Et j'ai une deuxième question tout à fait différente, mais que je vous repose. C'est que M. Lartigot avait parlé, et nous avait même fait une conférence dans les années 1970 sur la seigneurie de Payres. Et voilà, cette seigneurie de Payres appartenait à quelqu'un dont vous avez cité, en fait des nobles que vous avez cités, c'était les deux Pellegris. Les deux Pellegris auraient été les fondateurs du lycée ou de l'université à Cahors, qui auraient été une des premières de France. Voilà. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de renseignements, de précision sur ces deux Pellegris. Les Pellegris sont les plus anciens seigneurs que l'on connaisse du monde. Mais ils possédaient un pouvoir féodal, mais l'essentiel de la seigneurie, c'était quand même les chanoines du Vigan qui constituaient le gros poids de l'autorité au Vigan. Hein. C'était une seigneurie ecclésiastique, le Vigan, avant tout. Puis avec des petits seigneurs locaux par-ci par-là, mais qui ne faisaient pas tellement pour. Hein. Bon. Et alors il y a des luttes incessantes, des luttes entre les conciles de Gourdon et les chanoines du Vigan, parce que les chanoines du Vigan se disaient curés de Gourdon, c'est-à-dire qu'ils se réservaient les dîmes et tous les droits attribués au clergé, mais quand on leur demandait des sous pour fortifier, pour restaurer les fortifications de Gourdon, il n'y avait plus personne. D'où une certaine inimitié. Mais bon, c'est comme ça. Pour vous faire plaisir, je peux vous indiquer que pendant la guerre de 14-18, la municipalité du Vigan, ça n'a rien à voir avec les chanoines, a participé pour moitié à l'achat d'un avion de chasse pour participer à l'effort de guerre. J'espère que ça vous fait plaisir. Et ben, enfin, à côté de ça, on voit dans les registres de la libération du Vigan que la population était très frugale. Elle se contentait, disent les conseillers municipaux, ceux qui ont rédigé les notes, de pain de seigle et de châtaigne. Bon, c'était pas des gens qui roulaient sur l'or, les Viganais. Et à l'emplacement de l'actuelle boucherie, il y avait au 19e siècle, il y avait une auberge. On appelait la maison Teula. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Bien sûr. Et les gens du Vigan ont mis longtemps avant de se mettre au français, à la langue française. Parce qu'à une certaine époque, les gendarmes de Gourdon sont venus encore pour une affaire mineure. Et un gendarme a demandé au valet de l'auberge s'il avait entendu des bruits de la conversation de deux voyageurs qui étaient descendus de la diligence. Et le valet a dit j'ai rien compris à ce qu'il disait, il parlait en français. Donc, c'est vous dire si le français a eu du mal à s'implanter, hein, comme à Dégagnac. Moi, quand j'étais gosse et que j'allais pendant la guerre à l'école de Dégagnac, tout le monde parlait occitan. Tout le monde comprenait le français quand même. Hein. Mais à part le maire, le curé et l'instituteur qui parlait un peu en français, mais tout le monde parlait occitan, tout le monde. Et je suis content d'avoir appris l'occitan de mes parents, qui continuent à parler entre eux toujours en occitan, tout en nous adressant la parole en français, parce que ça me permet de lire les archives de Gourdon, qui sont en occitan essentiellement ou en latin.
Eh oui. Et c'est une belle langue, l'occitan. C'est dommage qu'elle se perde. Ah oui. Je connaissais l'existence de... Je connaissais l'existence de ce fameux souterrain. On m'avait raconté qu'il y avait un souterrain qui allait de l'église à la gâche. Mais je comprends l'existence, s'il y avait un château, c'est qu'en fait, voilà, les châtelains, les gens ont des châteaux par rapport à ce souterrain. Mais vous, madame, moi je veux bien vous croire, mais voilà, est-ce que vous vous rendez compte du travail qu'il faudrait maintenant, même avec des enfants pour faire un souterrain partant du sommet du pêche de la Gâche jusqu'à l'église? Et le puits dont vous parlez, ça pourrait pas... Ah, oui, mais je pense que le puits, c'était ce qui manquait le plus souvent quand les châteaux étaient assiégés. La plupart des châteaux avaient des citernes. À Gourdon, par exemple, il y avait une énorme citerne qui alimentait en eau le château en cas de siège. Parce que Gourdon était privé d'eau. Hein. Moi, j'ai connu l'époque où, quand j'allais voir ma grand-mère maternelle, il y avait dans les rues des espèces de fontaines à tourniquet qui donnaient de l'eau à certaines heures de la journée. J'étais tout gosse, hein, j'avais une dizaine d'années, mais Gourdon est privé d'eau. Et récemment, on m'a demandé des textes concernant l'alimentation en eau de Gourdon. Ben, il n'y avait que des puits autrefois, hein, des puits qui... Et ouais, c'était la faiblesse de beaucoup de châteaux. Quand les assiégés n'avaient plus d'eau, ils se rendaient généralement parce que on peut vivre pendant 1 ou 2 semaines sans nourriture, mais pas sans eau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que je ne serai pas toujours de ce monde. Mais ce serait utile d'aller sur ma tombe pour me poser des questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va voir un petit verre tous ensemble pour parler un peu plus longuement et clôturer cette causerie. Merci beaucoup Max. Merci à vous d'être venu aussi.